Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petit épisode bonus hors série, test on peut même dire, parce qu'en fait on est en train de tester les locaux dans lesquels on est, donc c'est vraiment un test technique. Si vous l'entendez, c'est que les tests sont un peu réussis. C'est clairement un miracle, ouais. C'est clairement un miracle. Donc voilà, on a décidé de faire des petits trucs dans ce podcast. J'ai demandé à Yuna, présente avec moi, de faire un peu la trame de l'épisode, donc je vais la laisser nous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'intention de cet épisode, c'est parce que moi, je pense que ça a plus de sens d'expliquer un peu d'où l'on parle et quand on exprime nos goûts. Et je pense aussi que pour vous, c'est assez important de situer qui on est, ce qu'on aime et pourquoi. Alors bon, évidemment, les goûts sont mouvants, donc peut-être que dans 6 mois, on aura honte de ce qu'on est en train de partager. Ça nous est déjà arrivé, une petite fois, n'est-ce pas? Donc on va essayer dans cet épisode de se présenter très brièvement. Un peu en impro, pour être tout à fait transparente avec vous. Et tout de suite, commençons par une question. C'est même complètement de l'impro. Moi, je tiens à dire vraiment, là, pour le coup, tous les podcasts, vraiment, je prépare de ouf. Là, je suis vraiment en touriste. C'est vraiment juste pour voir si les micros marchent, la caméra qui nous filme en ce moment marche, si la lumière, les studios, tout ça, ça marche bien, et si on a une alchimie avec Yuna. Parce que... Peut-être que pas du tout. Peut-être qu'on va tout arrêter. Mais ah oui, tu m'as demandé de donner la trame, peut-être annoncer un peu les questions en amont. Donc effectivement, on commencera par une question d'une originalité sans précédent, n'est-ce pas? Mais tout à fait cruciale, à savoir quels sont nos top 4 Letterboxd. Ouh, pas du tout. Personne n'est chaud. Ensuite, on essaiera d'expliquer un petit peu nos attentes quand on regarde un film, ou en tout cas à travers quel prisme on le regarde. Et normalement, si vous avez écouté le dernier épisode, vous aurez un peu un indicatif de méthode. Peut-être je reparlerai des paradigmes cinéphiles, je sais pas si je te vois un peu perplexe. Non mais oui, non parce que je me suis dit peut-être on va expliquer que du coup, il y a déjà un épisode qui est sorti normalement, l'épisode avec, je vais pas le dire au cas où c'est pas sorti, mais normalement il y a un épisode qui est déjà sorti, et là c'est vraiment hors série, donc vu qu'on a présenté le podcast dans l'épisode d'avant, on ne va pas représenter le podcast ni qui on est, parce qu'on a, normalement on l'a déjà fait l'épisode d'avant. Normalement on l'a très bien fait. Ouais, j'ai aucun souvenir. On s'est présenté dans l'épisode d'avant ? On s'est vaguement présenté, mais je crois qu'on a plutôt bien réussi à le faire. Ok, très bien. J'ai un souvenir positif. Ensuite, du coup, on présentera un petit peu nos réalisateurs favoris, peut-être nos acteurs favoris. Comme je te l'ai dit, j'en ai pas forcément, mais je crois que toi aussi. Non. Très bien, ce sera une question tout à fait intéressante. Ensuite, on vous présentera notre petit plaisir coupable. Et puis, en toute dernière question, on vous expliquera pourquoi Agnès Varda, parce que c'est quand même d'un de ces films qui a inspiré le titre du podcast. Mais qu'on a déjà expliqué dans l'épisode d'avant, ça, non ? On a déjà expliqué le titre, mais on n'a pas parlé d'Agnès Varda. Okay, ça marche. Et je pense que toute opportunité est bonne à saisir pour parler en bien d'Agnès Varda. Je crois que les 3 derniers trucs qu'on a fait ensemble, on a parlé d'Agnès Varda. Donc. C'est pas impossible. Peut-être penser à se renouveler. Très bien, du coup, première question. Riyad, ton top 4 Letterboxd. Très bien. Eh bien, je sors mon téléphone car je ne sais plus ce que j'ai mis. Mais qui connaît pas son nom actuellement. Ah oui, et il change un peu. Non, mais par exemple, je sais qu'il y a... Enfin, je sais quelques films, mais... Et parce qu'à un moment, tu faisais pas genre un top 4 Letterboxd du mois? Bah ouais, en fait, c'était un peu à la mode à un moment de faire ça, genre au lieu d'avoir ton top 4 Letterboxd, tu faisais genre tous les mois les 4 derniers coups de cœur que t'as eu, tu vois. Parce qu'en fait, ça m'a un peu saoulé. Ouais. J'ai bien envie en fait d'avoir mes films à moi. Mais du coup, avant, j'avais vraiment mes top 4. C'était très strict. Et là, j'ai décidé de mettre... Je prends, tu vois, mon top 10 et j'en mets 4 un peu qui changent en fonction de mon humeur, du moment. Donc là, par exemple, il y a L'Histoire sans fin, en premier dans mon top 4, qui de base n'est pas dans mon top 4 officiel. Mais je sais pas, j'étais dans un mood récemment où je sais pas, je repensais pas mal au film. Je me suis dit, je le mets dans mon top 4 en ce moment. Donc je peux décrire chaque film. Parce que la dernière fois que tu as parlé de ce film, c'était pas en référence à un souvenir très positif. Encore une fois, c'est vrai. Mais je l'ai toujours pas revu depuis, en fait, du coup, parce que c'est vraiment pour le coup un film d'enfance qui m'a énormément marqué. Alors que je l'ai vu, je l'ai vu peut-être 10 fois, mais vraiment quand j'étais petit, je l'ai pas vu depuis 10 ans peut-être, vu que je commence à me faire vieux, putain. Ça va. Le dire depuis 10 ans, déjà, ça m'arrive jamais normalement. Parce qu'il y a pas grand-chose que je faisais depuis 10 ans. Ça commence, et puis ça dégringole. Mais du coup, ouais, super film que du coup, j'ose pas revoir. En fait, j'aimerais bien qu'on me dise, que quelqu'un le voit aujourd'hui et me dise si c'est ok à voir maintenant, parce que j'ai peur. En fait, c'est vraiment un truc hyper carton-pâte, etc. Et par exemple, hier, j'ai vu E.T. Enfin, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu un clip de E.T. Et je me suis rendu compte à quel point c'était mal foutu. Enfin, genre, ça se voit que c'est genre. Tu l'as jamais vu ? Un animatrix, si, mais je l'ai vu quand j'étais petit. Et dans ma tête, c'est un bête d'extraterrestre. Le truc était crédible de fou. Et là, j'ai revu une image hier et je me suis rendu compte à quel point c'est un robot. Genre, ça se voit que c'est nul, tu vois. Et j'ai peur, en fait, de vivre la même chose avec L'Histoire sans fin. Donc, je le revois pas. Mais c'est un film auquel je pense souvent. Mes pseudos dans les jeux vidéo, c'est Artax par rapport au cheval dans le film, etc. C'est un truc qui est un peu rentré dans ma culture, dans Riyad Core. Et donc, évidemment, en fait, du coup, c'est ça. En fait, mon top 4 Letterboxd, du coup, c'est pas mes 4 préférés, mais je me suis dit, c'est les 4 qui décrivent
un peu ma personnalité, tu vois. Genre, c'est des films que j'adore et qui montrent un peu Kyriade. Et du coup, en termes d'enfance, le film qui représente un peu mon enfance, c'est L'Histoire sans fin que j'ai mis dans mon top 4. Ok, c'est pas mal. Si tu veux, je le regarderai bientôt et je te dirai si c'est regardable. Je suis très chaud. En plus, je pense que tu peux aimer parce que le délire un peu carton-pâte, c'est un truc qui peut te parler. Ouais, moi j'aime bien. C'est un peu fantastique et tout, tu vois. Je pense que tu peux trouver des trucs qui t'intéressent dans le film. Ouais, je pense aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Je fais les 4 d'affilée ou on fait un chacun ? Ah, on peut faire un chacun si tu veux. On fait un chacun, vas-y. Très bien. Par quoi je commence ? Je vais commencer par Histoire d'Amérique de Chantal Akerman. Que j'ai vu que j'ai vu tous les films. Pas du tout. Putain, en fait, t'as vu tous les films sauf mes films préférés. Ça, c'est pas faux, ça. Ça, c'est vraiment pas faux, je crois. C'est fou, en vrai, parce que je regarde souvent en plus les films qu'on... il y a une époque où on me conseillait beaucoup de films et je les regardais jamais. Ouais. Et depuis genre 2 ans, je regarde quand même pas mal les films qu'on conseille. Mais en plus, hier, sur Instagram, t'as posté Donnez-moi des films à voir. Et... J'ai vu ta réponse. Oui. J'ai pas prévu de le regarder pour l'instant. Pourquoi on fait un podcast ensemble ? Je déteste en fait. À minima, tu me détestes. On fait un podcast sur Kaurismäki et je me forcerai à regarder les films de Kaurismäki. Mais pourquoi se forcer ? Ça t'intéresse pas ? Ça te donne pas envie ? C'est pas dans mes priorités. En fait, moi, je fonctionne pas mal par actualité un peu. Genre, il faut que ce soit un nouveau film qu'on vient de me conseiller très récemment ou qui a une actualité un peu dans le moment, tu vois. Si c'est un film que tu m'as conseillé il y a 2 ans, c'est sûr, je vais jamais regarder tant qu'il n'y a pas genre le prochain Kaurismäki ou qu'il n'y a pas genre un nouveau truc qui me hype dans la filmo de Kaurismäki, tu vois. Donc en fait, j'avais une fenêtre en 2023 quand Les Feuilles Mortes sont sorties. Exactement. C'était mon moment, mais je l'ai laissé passer, quoi. On avait fait un live ensemble où tu avais parlé de Kaurismäki, où ça m'avait chauffé un peu sur les autres films de Kaurismäki, tu vois, genre c'était une actu un peu, genre elle parle de Kaurismäki, ça m'a un peu chauffé, j'aurais pu en regarder en ce moment-là, mais là tout de suite, vu que j'ai pas de hype, je me lance pas, tu vois, j'ai trop de trucs qui me hype à côté. Ok, très bien. Et bien pour l'instant, nous n'allons pas parler de Kaurismäki, mais vous l'aurez deviné, ce sera sans doute mon prochain film. Donc on va parler d'Histoire d'Amérique. Histoire d'Amérique, son nom entier, j'ai Food. American Stories, Food, Family and Philosophy. Ah oui, ok, j'étais bon. En gros, pour vous, si vous n'avez pas vu le film, c'est une espèce d'enchaînement de scènes assez courtes qui sont soit ce que je qualifierais peut-être un peu grossièrement, mais des petits sketchs. Parce que c'est des petites prises de parole humoristiques. Techniquement, tu vois, je pense que c'est un film à sketch. Un film à sketch, j'irais peut-être pas jusqu'ici, mais donc des espèces des sortes de petites prises de parole humoristiques et qui sont entrecoupées avec des bouts de récits souvent assez tragiques et qui sont incarnés par des acteurs non professionnels. Ça a relativement son importance dans pourquoi j'aime le film, et qui finissent par se réunir autour d'une scène qui est absolument magnifique. C'est franchement des trucs les plus beaux que j'ai vus au cinéma depuis que je regarde des films. Un peu Assemble chez Marvel, quoi. La comparaison me coûte. C'est un peu ça, moi c'est comme ça que je le comprends. On va dire que dans la notion de rassemblement, peut-être, mais je pense que c'est le seul point commun avec la chose. Ça se passe en Amérique ? Ça se passe, tout à fait, ça se passe à New York. Deuxième point commun. Ah merde, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est une scène dans un restaurant plein air, entre guillemets, c'est des tables qui sont entreposées dehors. Et on passe d'une table à une autre avec un serveur qui fait un petit peu la jonction entre les différents personnages, etc. Et en fait, si j'ai adoré le film, c'est parce que c'est un film que je qualifierais de très déconstruit. En tout cas, dans mon référentiel à moi, c'est un film qui est très déconstruit, c'est-à-dire que le jeu est très déconstruit. Tu vois, il n'y a aucune volonté de faire un jeu réaliste. Ça va être du coup les acteurs qui sont non professionnels, ça va être des voix qui sont très monotones, ça va être des regards caméra, etc. Enfin, plein de choses qui te déconnectent de la réalité de la chose. Ça va être aussi beaucoup de déconstruction des dialogues, donc ça va être des dialogues qui sont très épurés, qui sont très fragmentés. Tu vois, c'est vraiment des petits bouts de choses qui sont décomposés et recomposés par la suite, tu vois. Pourquoi ça te touche du coup ? C'est quoi qui a fait que du coup ça a marché ? L'originalité ou... Oui, c'est l'originalité, oui, c'est ça en fait. On empiète un peu sur la deuxième question, tu vois, mais moi ce que j'aime dans les films généralement, c'est voir de la singularité, voir des formes qui sont différentes, tu vois. Et j'ai trouvé ça génial en fait que Akerman s'autorise, je sais pas quel était le contexte, tu vois, genre de l'industrie de l'époque, etc. Mais qu'elle s'autorise en fait à tout casser un petit peu de cette manière-là. Je trouvais ça hyper intéressant, je trouvais ça hyper poétique. Je trouve que la caméra généralement d'Akerman est ultra poétique. Genre elle a un truc un peu contemplatif et très... j'en avais parlé en chronique, qui est toujours disponible sur YouTube, sur la chaîne du Club Cinéma. En chronique unique ? En chronique unique, ouais, tout à fait. Il y a une caméra qui est très poétique et très... une espèce de contemplation un peu dépressive, tu vois, mais très poétique à la fois, tu vois, c'est pas juste ultra plombant, c'est très beau. Enfin, j'ai l'impression de voir, tu vois, dans la caméra d'Akerman ce qu'elle, très personnellement, elle trouve beau ou touchant ou sensible, etc. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aimais beaucoup le film.
J'aime aussi le fait que, en fait, c'est pareil, tu vois, genre la trame narrative, elle est très fragmentée. Enfin, c'est pas juste une histoire qu'on suit de A à Z, c'est vraiment des petits bouts de choses qui s'assemblent et qui s'assemblent dans cette scène de fin où il y a quand même un semblant de lien, tu vois, qui est tissé. Et On dirait les films de Nolan. C'est un mélange entre Nolan et Marvel. non, mais Nolan, c'est beaucoup plus cohérent, en fait. Tu vois, tu suis quand même une histoire, c'est juste la même histoire avec des temporalités un peu différentes. Là, avec Herman, c'est très différent, c'est des bouts de récits qui sont collés, etc. Il y a une forme d'assemblage vers la fin, mais pareil, ça te reconstitue pas quelque chose de logique, tu vois, ou que à la fin, tu t'es pas en mode ah, en fait, c'était ça au début et machin. Enfin, tu vois, tu peux pas reconstituer le truc, quoi. Et j'ai cherché la première chose que j'ai fait quand j'ai vu le film, c'est j'ai cherché le scénario pour retrouver les dialogues de la fin, parce que les dialogues de la fin sont exceptionnels, tu vois. Enfin, en fait, c'est un mélange de petits bouts de conversation très simples, aussi d'espèces de petits aphorismes philosophiques. Et pareil, encore une fois, de petites touches d'humour, etc. Et vraiment, j'étais en mode, c'est tellement joli, tu vois. Du coup, c'est écrit, c'est pas des textes improvisés, c'est vraiment les dialogues que t'as vus dans le film, c'est ceux qui étaient écrits dans le scénario. Ouais, je pense que oui. J'ai pas vérifié. Peut-être qu'il y a une part, enfin, peut-être que ça m'étonnerait pas, tu vois, qu'il y ait une part d'ouverture à l'improvisation. Je sais pas si ça a été le cas, ça me choquerait pas, mais oui, je pense que ça a été quand même globalement écrit. Et j'étais en mode, la composition, elle est parfaite, en fait, tu vois, genre entre humour, entre pensée, entre sensibilité, etc. Je trouvais ça trop génial. Donc c'est pour ça que j'adore le film. J'ai vu, juste là, une phrase qui, je trouve, résume extrêmement bien ce qu'est le film, qui est apparemment tiré du film de Marion Schmitt, qui s'appelle Chantal Akerman, que j'ai absolument pas lu. Je suis juste tombée sur l'extrait, qui dit que le film illustre une esthétique de la discontinuité où le morcellement formel devient la métaphore d'une identité culturelle et historique elle-même fragmentée. Je l'ai absolument pas précisé alors que c'est un point central du film, mais c'est des récits autour de la judéité. Ok. Donc, je n'ai aucune affiliation spécifique avec la judéité. Je veux dire, de toute façon, tous mes films préférés, j'ai... Yes, le mot judéité. Judaïsme. Apparemment. Non, Je crois que la judéité, c'est le fait d'être juif. Genre, ce que ça veut dire être juif un peu dans l'espace social. Je crois que c'est ça, mais je suis pas certaine, honnêtement. Mais donc oui, donc il y a cette idée, je l'ai vue dans... Enfin, je l'ai lu dans plusieurs critiques de... Tu vois, ce fait de fragmenter les récits, etc. C'est individualiser les identités, du coup, associées à la judéité, pour ensuite les reconstituer dans une espèce d'ensemble qui, malgré tout, n'est pas uniforme. Tu vois, un truc un peu comme ça. Je trouve que l'idée, elle est intéressante. Ça me touche pas particulièrement, sans doute par problématique d'identification, je sais pas. La démarche est cool, peu importe, mais bref, c'est plutôt pour les raisons d'avant que je t'ai cité que j'adore ce film, et je pense que j'ai terminé. Prochain film de mon top 4, je vais parler de mon vrai, celui qui est sûrement mon film préféré, c'est-à-dire La La Land. J'aimerais que ça ne soit pas mon film préféré, mais je ne peux pas mentir aux gens et ne pas dire que c'est mon film préféré. Je le revois tout le temps, c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie, que je verrai sûrement le plus dans ma vie, que je continuerai à voir. Je l'aime toujours autant au bout de 10 visionnages. En vrai, je sais même pas si je peux être objectif sur le film parce que en fait, je l'ai vu avant de voir toutes les autres comédies musicales. Moi, j'ai vu Singing in the Rain avant quand même, qui est une grosse ref. Mais c'est vrai que t'es un très gros féru de comédies musicales. J'ai vu toutes les comédies musicales. T'as vu toutes les comédies musicales, mais évidemment. Tous les films de manière générale. Oui. Particulièrement les comédies musicales. Particulièrement les comédies musicales. Parce que moi, j'ai beaucoup lu comme critique de La La Land, comme quoi c'était très pompé sur ce qui avait déjà existé, que c'était pas très neuf, pas très singulier. En fait, il y a la moitié des critiques qui disent que c'est pompé sur les autres comédies musicales et l'autre moitié qui dit que c'est un hommage aux autres comédies musicales, en fait. Donc, c'est toujours une histoire de point de vue, en fait. Et moi, j'avais déjà vu Singing in the Rain. Quand je vois Babylone après, qui est c'est la même histoire que Singing in the Rain, Babylone. J'ai adoré Babylone, tu vois, parce que je m'en fous. Enfin, c'est un autre point de vue, c'est un hommage, et c'est Chazelle, c'est toujours le même. Et La La Land, c'est pareil, c'est vraiment pour. En fait, moi qui aime les comédies musicales, quand je vois ce film d'un mec qui adore les comédies musicales et qui fait son hommage aux comédies musicales, même si le mot hommage, il est nul, mais ça, moi ça me touche. Et vraiment, la première fois que je vois La La Land, je prends une baffe. Je vais le voir au cinéma, je prends une baffe. Et à chaque fois que je le revois, c'est vraiment un effet d'excitation que je n'ai que devant ce film. Ah ouais, c'est marrant. Ah oui, moi, genre, si je lance La La Land, ou même juste quand j'écoute les musiques, genre, mon réflexe quand j'écoute une musique de La La Land, c'est de vouloir revoir le film. Et quand je revois le film, en général, c'est parce que je me suis tapé la BO 2 jours avant et que ça m'a mis dans la tête qu'il fallait que je revoie le film bientôt. Mais j'adorerais avoir cette hype, tu vois. Je suis allée le voir en me disant, j'adorerais beaucoup aimer. Et je trouvais ça sympa, tu vois, sans plus. Je trouve ça sympathique. En vrai, c'est vrai que je sais même pas comment. Mais de toute façon, normalement, dans le prochain épisode, on a un truc justement, on va devoir défendre La La Land, donc je vais pas donner trop d'arguments objectifs, on va dire, parce que là, du coup, le but c'est de parler pourquoi il est dans mon top 4 et pas de dire pourquoi c'est un bon film. Mais en tout cas, il est dans mon top 4 pour ces raisons-là et pour le fait que je pourrais toujours revoir et que du coup, j'ai rattrapé toutes les comédies musicales de l'histoire. Il y en a plein où vraiment les scènes sont volées. C'est la même scène, la même chorégraphie, dans le même décor, etc. Ah ouais, à ce point.
Complètement. Tu regardes Ok. tous en scène un film des années 40-50, je crois, qui est genre la grosse ref aussi des comédies musicales, mais de l'époque je crois que c'est du Nouvel Hollywood. C'est vraiment la scène tu sais, qui est sur l'affiche de La La Land. C'est Ouais. exactement la même chorégraphie avec le même fond Ah. de Los Angeles, etc. C'est, Ok. on pourrait dire pompé, mais en fait, c'est juste des références. Et genre, la fin Mm. de La La Land, c'est bourré de références. Même si t'as pas vu les Mm. comédies musicales d'avant, tu le comprends en fait quand tu vois la fin de La La Land que c'est des refs à tel film, etc. Et je sais pas, Mm. moi, c'est un truc qui en tout cas a complètement marché sur moi. Et Est-ce que du coup, tu dirais que tu as de l'affection pour le film parce que tu es un peu touché par le côté enthousiaste de l'hommage? 100%. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a Ok. beaucoup de gens qui l'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est juste un film d'un mec de 14 ans qui aime trop les comédies musicales et qui a fait son petit film de comédie musicale pour parler de toutes les comédies musicales qu'il aime bien, etc. Et je comprends totalement, tu vois, les gens qui sont en mode, même à la fin de Babylone. La fin de Babylone, c'est quoi? C'est les gars, j'aime trop le cinéma, je vous fais un montage avec tous les films que j'aime bien. Elle est C'est cata pour pathétique. moi. La première fois que j'ai vu la fin de Babylone, j'étais en mode, oh, la fin, elle est pathétique. Mais Ah genre, ouais. j'aimais bien parce que moi, ça me touchait. Et si t'aimes pas Mm. Chazelle, t'es pas touché par ce genre de truc, tu vois. Ouais, je comprends. Mais du coup, moi qui aime bien Chazelle et qui comprend son enthousiasme, que ce soit pour Ouais. le cinéma ou les comédies musicales en général, je comprends totalement ce qu'il veut faire et du coup, ça marche pour moi. La première fois que je joue à Babylone, même si la fin, je me rappelle vraiment, je me suis dit, mais c'est nul à chier comme fin, tu vois. Moi, Mais j'étais j'ai adoré, atterrée. j'ai adoré que ça soit nul à chier parce que je trouvais ça trop mignon, tu vois. Et donc, j'ai un peu ce truc là Ok. aussi avec La La Land, mais en beaucoup moins que Babylone. Parce que La La Land, pour le coup, pour moi, c'est un bête de film. Babylone, je peux comprendre un Ok. peu les critiques. Pour moi, La La Land, tu peux pas dire que c'est un film de merde. C'est ça. Genre, si ta seule critique, c'est de dire il a pompé sur les comédies musicales, Mm. de un, t'as pas trop compris le but. Mm. Et puis, c'est pas un argument, c'est pas comme. Enfin, on s'en fout, tu vois. Ouais, Donc- ouais, non, mais je suis d'accord. Enfin, devant La La Land, j'ai pas trouvé ça pas bien, alors que Babylone, j'ai trouvé ça pas bien pour plein de raisons. Et j'entends, alors que pourtant, Babylone pourrait être un jour dans mon top 4. Je serais pas Mm. choqué, tu vois. Il aura du mal, mais Malheureusement, il est je dans mes sais. films préférés, il est dans mon top 30 facile, tu vois. Ouais, mais ok, non, bah, tu sais quoi, ça me permet d'un peu plus comprendre. Parce que j'ai jamais trop compris la hype et je capte que si tu le vois comme ça. Et je pense qu'on ce est soit beaucoup en fait à avoir vraiment ce truc. Et je un connais petit plein de gens plaisir. aussi qui genre, sont juste insensibles à la langue parce que Mm. comédie musicale, pas trop leur truc, la romance, pas trop leur truc, etc. Et c'est juste, je peux comprendre que tu sois pas enthousiaste, mais en tout cas, quand t'as un peu cette fibre, Mm. la langue ça marche trop. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une grosse fanbase en fait. C'est que Ok. soit tu t'en fous, soit tu adores le film. Genre. Ouais, je capte. Ok, très Et je bien. crois que c'est peut-être le film qui est dans le plus de top 4 Letterboxd de l'application, un truc comme ça. Ok, À mon avis, il est dans le ça top. m'étonne pas Je trop. crois que c'est Interstellar, mais je pense qu'en 2 ou en 3, t'as La La Land. Mm. Et du coup, j'aimerais ne pas l'avoir pour pouvoir faire un peu la star que je Mm. suis, mais ce serait mentir de pas mettre La La Land dans le top, Mais c'est beaucoup plus honorable de ta part d'assumer. clairement. Et puis, de toute façon, je le revois tout le temps, donc je peux pas le cacher. Moi, le prochain, je vais être très bref, à part dire que je trouve que c'est un des films les plus fun de l'histoire du cinéma. Je sais pas comment. Je sais pas spécialement pourquoi je l'aime. C'est Sailor et Lola de David Lynch. Ok. Encore un Si. film que je n'ai pas vu. C'est vrai? Ce podcast tombe à l'eau. Oh là là, mais c'est catastrophique. Et pareil, par contre, celui-là, je veux plus le voir que les autres. Genre, j'ai vraiment Oui. prévu de le voir bientôt, mais il me faut Mais En faut fait, que tu vas au il est- cinéma. plus de 2 heures. Et les films de plus de 2 heures, je Ah les ouais lance pas d'un coup. Oh, Et il passe tellement vite. il faut que je sois dans une bonne condition parce que c'est un David Lynch et j'ai vraiment envie de respecter toute sa filmo. Oui, je comprends. Je pense qu'il faut absolument le voir au cinéma. En fait, c'est rigolo parce que je l'ai vu la première fois. J'ai mangé ma claque de fou. J'étais en mode, mais c'est génial. En fait, moi j'adore tout ce qui est très kitsch. Et là, Sailor et Lula, c'est vraiment le sommet du kitsch, tu vois. Pareil, c'est littéralement l'opposé d'Histoire d'Amérique en termes de jeu, tu vois. Mais pareil, il y a de la déconstruction dans le jeu au sens où le jeu est très excessif, tu vois. Enfin, je pense que si t'as déjà vu des films de David Lynch, ce qui est le cas, tu vois un peu. C'est pas l'impression que j'ai dans ceux que j'ai vus. C'est vrai que là, j'étais en train de réfléchir, je me disais en fait, c'est particulièrement poussé sur Sailor et Mais Lola. par exemple, sur un Nicolas Cage, moins je sur le le- visionne. Parce que Oh, Nicolas c'est Cage, génial. il a ce truc, tu vois, Ah, de c'est vraiment. trop génial. Enfin, il est connu pour être un acteur pas de merde, parce qu'on adore tous Nicolas Cage, et on Ouais. respecte sa carrière, mais sa carrière est basée sur le fait qu'il fasse. En fait, je pense que c'est un bon acteur qui fait que des films de merde, et c'est pour ça qu'on l'aime. Et du coup, dans un film de merde, bah, il est mal dirigé, et il a ce truc de jeu reconnaissable à Nicolas Cage. Ouais. Bah, écoute, là, il a l'espace d'exister, j'ai envie de te dire. Tu vois, mais c'est formidable, c'est une espèce de road trip amoureux / thriller, tu vois. N'en dis pas trop, parce que j'ai pas envie de trop en savoir. Je t'en dis pas plus dans ce cas, mais oui, grosso modo, c'est le niveau de kitsch, de fun et de folie du film que j'adore. Pourtant, tu vois, je suis souvent très critique sur les films de romance, mais là, tu vois, ça fait partie de ces films où t'es tellement au-delà du réel, tu vois, que c'est insensé de commencer. Enfin, à mes yeux, tu vois, je trouve qu'il y a des films qui sont. Je crois qu'on n'est pas d'accord sur ce point-là, mais genre qui se prêtent même pas à une analyse politique tellement ils sont en dehors du réel, tu vois. Et là, typiquement, c'est là je trouve, tombe là-dedans. Même si pourtant, il y a des positions très explicites sur certains sujets sociaux qui ont de la réalité. Mais je trouve que c'est une espèce de rêve un peu fou, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore le film. J'ai jamais trop cherché à disséquer plus pourquoi, ça me suffit.
juste Bah, je comprends, un mais en amour vrai, un peu c'est- bête, tu vois. Pour moi, les films préférés, la plupart, c'est ça. En fait, tu peux pas expliquer pourquoi c'est ton film préféré en disant ce film, il est parfait parce que ça, parce que c'est jamais des arguments logiques qui font que c'est ton film préféré. Ouais. Genre, les arguments logiques, c'est quand tu fais les sorties de la semaine et qu'il y a un bon film et que du coup, pour dire que c'est un bon film, tu vas sortir des arguments, etc. Mais Ouais. dans les films préférés, c'est toujours des mélange. trucs un peu plus personnels qui vont te faire aimer le film. Ouais. Je pense que c'est obligatoire. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et généralement, plus j'aime un film, moins j'aime savoir pourquoi. Parce que Aussi. j'ai un peu peur. Et puis, c'est cool, nous, vu qu'on analyse souvent les films, de pouvoir adorer un film tout en même pas se cassant la tête à essayer de savoir Ouais, pourquoi, tu vois. c'est vrai. C'est vrai que C'est assez c'est cool agréable. de pouvoir poser le cerveau. Mais non, mais en fait, j'ai ça avec tout type d'art, tu vois, la littérature, etc. J'ai peur, en fait, de si je commence à chercher pourquoi, je sois déçue, tu vois. Genre, je vais commencer à chercher un petit peu, analyser le film, etc. Et je vais me rendre compte qu'il a des défauts et j'ai pas envie de voir. Bah, j'ai fait ça une fois parce que je suis connu à la base sur Twitter pour avoir adoré le film Suicide Squad Ah oui. de 2016, qui est un film horrible et que personne n'aime, etc. Il est Et infâme. donc, mon tout premier podcast, il y a genre 4 ans de ça, Mm. un des premiers épisodes qu'on a tourné, c'était moi contre 4 personnes où je devais Oh, wow. défendre le film parce que j'étais le seul mec qui aimait ce film. Et du coup, moi, c'est un de mes films préférés, mais parce que Ouais. j'avais une relation adolescente, etc. avec le film. Mm. Et du coup, je me suis mis dans une position où je me suis mis devant une feuille, je me suis dit, ok, les arguments pour défendre le film. Et je me suis rendu compte que le film était nul à chier, tu vois, et que je pouvais rien dire. Donc je me suis embourbé dans un truc, etc. Ah ouais, je vois. J'ai pris sur le ton de la vanne, tu vois, mais en vrai, je pouvais juste pas défendre le film. Mm. Et du coup, c'est nul de faire ça parce que autant garder que c'est mon film préféré. Et Ouais, de fou. du coup, maintenant, il est dans ma liste de films préférés. Il est dernier. Genre, tu sais, si je fais un top 30, je le mets 31, tu vois. Ok, Juste pour ouais. dire, il est là. Il n'y a pas de raison, mais il est là, tu vois. Ok, ouais, je vois. Troisième film préféré, c'est pas dans l'ordre, hein, mais troisième film qui fait donc partie de mon top 4 et qui, pour le coup, l'est depuis longtemps, je crois, c'est L'Enfer de Chabrol. Ok. Là, pour le coup, je peux le défendre parce que, en fait, là, ça, je crois que je vais me contredire de fou. Parce que là, je pense que ce que j'ai adoré avec Chabrol, en fait, il y a eu le premier truc, quand j'ai vu L'Enfer, c'est quand j'ai commencé la nouvelle vague. Je crois que j'ai vu genre Cléo de 5 à 7 et peut-être les 400 coups juste avant et puis ensuite L'Enfer, ou un truc Ah, comme ok. ça. Je pensais C'est pas. dans les 3 premiers que j'ai vus et où je m'attendais à vraiment devoir conscientiser à chaque fois les films, etc. Mm. Là où pour le coup, L'Enfer, c'est un thriller, c'est bizarre de dire ça, mais c'est un film où le sujet fait que t'es vachement impacté dans le truc et que tu le Ok. prends très à cœur, etc. Et c'est c'est le truc où prenant. j'ai pris un peu une baffe, mais ça fait 3 fois que je dis ça, tu vois. Mm. Et qui, après, quand j'ai essayé de comprendre pourquoi, pour le coup, parce que je voulais savoir. Du coup, chaque film de la nouvelle vague, j'essaie de comprendre le contexte un peu du film pour pouvoir les différencier, parce qu'entre les 400 coups, je crois qu'il est dans les années 50, et L'Enfer, c'est 95, si je dis pas de conneries. Ouais, je Il n'y a comprends. rien à voir en termes de contexte, et je voulais savoir pourquoi ça fait partie de la nouvelle vague, etc. Bref. Et je me rappelle que toute l'analyse justement sur la filmographie de Chabrol, son rapport avec la bourgeoisie, pourquoi L'Enfer, pourquoi il y a plusieurs couches, etc. Ça fait que j'ai revu le film juste après pour revoir les sous-couches, etc. Et j'ai pris une sorte de mindfuck un peu du film, et je me suis rendu compte à quel point, genre pour moi, le film j'étais vraiment en mode, je crois que c'est genre le film le plus parfait que j'ai vu, que ce soit en termes de photographie, en termes d'histoire, en termes de message, en termes d'acting, parce que c'est des acteurs de fou, genre François Cluzet, pour moi c'était un petit bolos, si je peux me permettre, tu vois. Je savais pas capter l'ampleur de ce mec-là. C'est vrai que Et là, quand tu tu le m'as vois dans surprise, L'Enfer, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu genre dans Intouchable ou dans les autres films qu'il a fait ensuite, les comédies, etc. Enfin, en fait, il y a eu un truc avec L'Enfer où je l'ai pris et vraiment ça a duré longtemps, genre des semaines, voire des mois, où à chaque fois je creusais sur le film, etc. Je me disais, mais putain, mais c'est infini ce truc. Et j'ai vraiment. En fait, pour moi, c'est un peu genre le film parfait, tu vois, où genre il y a tout ce que je cherche dans un film, donc on en parlera d'après, mais que ce soit dans le propos, dans le moment, après l'avoir vu pendant que tu le vois, etc. Il y avait trop de trucs qui ont fait que j'ai vraiment adoré ce film, et je me disais, je crois que c'est mon film préféré parce que c'est le seul où je retrouve de tout à fond, genre. Ah ouais, Et du coup, je l'ai mis à cette époque-là dans mes films préférés, et depuis, dès que j'y repense, dès que je le revois, dès que je peux en parler, etc., j'adore. Et pour le coup, on parlera plus tard aussi de pourquoi Chabrol est un de mes réalisateurs préférés, et je crois que c'est vraiment qu'à cause de L'Enfer parce que j'ai pas vu tant de films en fait. Ah Je me ouais. suis rendu compte en préparant le truc que j'ai pas vu beaucoup de films de Chabrol, mais juste L'Enfer, ça fait que pour moi, j'ai l'impression que le mec est trop intelligent Gros et trop cerveau, fort, etc. Tu vois. Ça Donc déborde. on en reparlera après, mais voilà, c'est pour ça que L'Enfer, Ok. c'était, je pense, un truc un peu plus cinéphile, tu vois, que le genre L'Histoire sans fin ou La La Land, mais qui m'a fait aussi rentrer dans une différente couche. Et c'est pour ça qu'aussi il fait partie de top 4, parce que du coup, il y a l'enfance avec L'Histoire sans fin, La La Land, du coup, c'est plus le film préféré. L'Enfer, c'est complètement un autre pan qui fait que j'aime autant le film limite que La La Land, en vrai, tu vois. Mais c'est différent, genre je vais jamais revoir L'Enfer en soi dans les années. En vrai, c'est cool, ton top, il est un peu diversifié. Enfin, c'est différentes raisons d'aimer des films, quoi. Mais en fait, c'est ça que j'ai chouette. essayé de faire, tu vois, en fait, qu'on puisse voir genre un peu ma personnalité, les trucs que j'aime bien, avec juste 4 films. Ouais, je capte. C'est pour ça que des fois ça change parce que l'ambiance peut changer. Ok, ouais. Ok, très bien. Tu m'as tellement hype. J'ai tellement envie de le voir, genre. L'Enfer. T'as pas vu L'Enfer? J'ai pas vu, non. Quoi? Non. Mais j'ai quoi? pas vu. Mais en fait, j'ai envie de le voir depuis longtemps. Mais je crois que le sujet est dur. Oui.
Et du coup, souvent, j'y pense et je suis en mode, ah, pas maintenant. Waouh, j'étais persuadé que tu l'avais vu, genre, il y a pas si longtemps non, que ça. pas du tout. Mais ok, très bien. Moi, je passe à, du coup... Putain, je suis sûr que tu l'as pas vu, j'ai trop hâte que tu le vois. Mais... Ah, mais je crois que je t'avais dit que je voulais pas que tu le vois, parce que je me suis dit, il y a moyen que t'aimes pas, et ça va me saouler. J'avais pas envie de débattre avec toi sur le fait que Oui, si. Parce que je pense que si t'aimes pas, je vais même pas essayer de débattre avec toi, genre. Parce que je crois que c'est un peu... Enfin, si je mets des lunettes féministes sur le film, je pète un peu un câble, Non, je pense pas. Ok. Pas, ouais. Ah, je pensais que c'était pour ça que tu voulais pas que je le voie. Non, parce qu'en plus, la première critique que j'avais vue justement sur le film, c'était. Je vais peut-être pas t'analyser le film du coup. Mais c'était par une journaliste ciné qui s'appelle Clara Benjamin, si je dis pas de conneries, qui est très, 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 très féministe. Genre, elle voit tout par ce prisme-là, justement, et qui parlait du coup de ce film-là et de pourquoi elle adorait. En passant par ce prisme-là, et justement, je m'étais dit, mais putain, mais encore une surcouche, parce que moi, j'avais le truc sur la bourgeoisie, etc. Mais là, ça, j'avais jamais pensé, tu vois. Et c'est ultra intéressant de le voir par ce prisme-là aussi. Ok, je suis encore plus hype, formidable. Donc, moi, j'ai un peu spoilé, effectivement, un des films de mon top 4, c'est forcément un film de Aki Kaurismäki, réalisateur finlandais. En l'occurrence, c'est Au loin s'en vont les nuages. Je n'ai pas vu ce film. Et tu ne veux pas le voir, surtout. Bon, je le verrai. Ce qui est grave. En réalité. Il est dans mon top 4, mais ça pourrait aussi bien être L'homme sans passé de Kaurismäki. Je trouve qu'ils ont sensiblement les mêmes qualités, entre guillemets. Bon, c'est un peu barbare de faire le raccourci à ce point, mais on va dire que L'homme s'en vont les nuages, typiquement, va taper dans quelque chose d'un peu plus personnel que L'homme sans passé, mais je trouve que les qualités objectives du film, entre guillemets, si tant est qu'on puisse parler d'objectivité, pas sûr. Moi, je remets pour moi, non, mais... Ouais, pour moi, je remets ça vachement ça en question aussi. Sont les mêmes. Donc en fait, ce que j'aime chez Kaurismäki de manière générale, cette capacité à produire de la poésie dans le lugubre, c'est quelque chose que j'ai trouvé absolument génial. Moi, je l'ai découvert avec Les Feuilles mortes, et puis j'avais un peu pensé sa filmo à la Cinémathèque. Et c'est quelque chose de très, très fil rouge, j'ai envie de dire, dans sa filmographie, cette capacité à donner de la lumière à des situations qui sont absolument tragiques. Il a aussi une vision qui est très clairement sociale, hein. Ça c'est, je pense, le point majeur de son cinéma. Il s'attache beaucoup à représenter les marginalisés, particulièrement issus des classes prolétaires. Et moi, j'adore cette approche en fait qui consiste à représenter tout le tragique de leur situation, mais sans les enfermer dans le tragique. C'est quelque chose qui peut lui être reproché, typiquement Tim Emanuele. Ils ont reproché ça au film, le fait que dans le film, il y a un petit peu cette idée de quand on veut, on peut. Moi, c'est pas du tout comme ça que je l'interprète. C'est plutôt vraiment ce désir de effectivement représenter la gravité et la pénibilité que c'est d'être dans des conditions telles que le sont les personnages, mais tout en leur donnant la possibilité de s'en sortir, en fait, ou d'espérer, ou de rêver, ou de sortir, entre guillemets, du réel par l'espoir ou par la combativité, etc. C'est vrai que tu peux en faire une lecture très méritocratique. Moi, j'arrive pas à le lire comme ça dans les films de Kaurismäki. C'est vrai que c'est à la fine line du problématique, du macronisme. Mais en l'occurrence, je trouve que dans les films de Kaurismäki, tu sens que c'est quelque chose de différent, tu vois. Et je pense que c'est parce que les films ont une portée, pareil, un petit peu poétique, onirique, etc. Je pense qu'il faut aussi parler de l'aspect comédie. Ouais. Parce que là, tout ce que tu dis, on dirait que le film, il est bresson, que c'est pénible à voir, etc. Alors que moi, du coup, j'ai vu que Les Feuilles mortes, mais c'est l'inverse de pénible à voir. Genre, c'est vraiment presque fun, quoi. Mais c'est ça, en fait, tu vois, c'est genre le cadre des films de Kaurismäki, aussi bien visuellement que son cadre narratif, il est ultra lugubre, mais au milieu, il va y avoir ces petits jaillissements de lumière que sont soit des petits moments de beauté, tu vois, des petits moments de beauté de la vie, des petits moments d'émotion, des petits moments d'amour, des petits moments de réussite, des choses comme ça. Et effectivement, l'humour, qui est un humour que moi j'adore, mais tout particulièrement, qui est un humour en fait un peu absurde et cynique et très pince sans rire, et qui est aussi très fin, je trouve. Très, ouais. Et moi, je suis hyper sensible à ça, donc forcément, j'adore. Je trouve que le plus réussi dans cette DA-là, c'est L'homme sans passé, où vraiment j'ai ri parfois, mais... Enfin bref, c'est absolument génial. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour, en fait. Oui, ce que j'aime aussi beaucoup dans les films de Kaurismäki en général, c'est que les dialogues sont très épurés, tu vois. C'est jamais des films qui en disent trop. Enfin, au contraire, il y a beaucoup de silence. Et c'est aussi un peu ça qui joue dans la pesanteur de l'atmosphère, etc. Beaucoup de silence et tout est un peu suggéré. Et on te dit jamais tel personnage ressent telle émotion parce qu'il se passe ça dans sa vie et c'est vraiment horrible et oh mon dieu et tu pleures. C'est jamais ça, c'est vraiment juste tout est un peu suggéré. Il y a des longs silences, enfin des trous en fait, j'ai envie de dire, qui sont laissés. Et je trouve ça beaucoup plus beau. En tout cas, moi, j'y suis beaucoup plus sensible que des films qui sont très explicatifs. Donc voilà. Très bien. Et est-ce que du coup, c'est pas aussi un de tes films préférés parce qu'au moment où tu le découvres, tu te faisais chier
Et c'est peut-être un truc qui t'a un peu remotivé dans le ciné, tu vois. Je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est un de tes films préférés. Si, ouais, et complet. Qui t'a... C'est vrai que Kaurismäki, c'est le premier cinéaste qui m'a fait m'intéresser au cinéma. C'est vraiment en fait c'est le moment où je me suis dit on peut faire des choses qui sont un peu neuves et un peu singulières et qui ont des pattes, tu vois. Jusqu'ici j'avais vu que des films qui se ressemblaient un peu entre guillemets, enfin si on va vite, tu vois. Qui sont tu vois, des constructions narratives très linéaires, on va d'un point A à un point B, un jeu qui est très naturaliste, on veut que le spectateur il y croit, tu vois, des choses comme ça. Et Kaurismäki, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un s'amuser en fait un peu avec les codes et les formes, et moi c'est ce qui m'intéresse parce que de base en fait avant le cinéma moi j'allais beaucoup au théâtre. Et au théâtre, en tout cas le théâtre que moi j'aime, c'est beaucoup du théâtre de rupture formelle, encore et encore et encore et encore. Et c'est un peu ce que j'ai cherché au cinéma, ce que j'ai pas trouvé pendant longtemps et ce que j'ai trouvé avec Kaurismäki en premier. Puis après beaucoup avec Ackerman aussi et d'autres, tu vois. Mais effectivement ça, plus combiné au fait que c'est vachement un film sur l'espoir, tu vois. L'espoir dans le tragique. Et à ce moment-là dans ma vie, j'étais pas dans une situation tragique qui est similaire à la leur, un truc qui a vraiment sensiblement rien à voir, mais j'allais vraiment pas bien. Et tu vois, juste Au loin s'envole le nuage, je trouve que la formule, elle est tellement jolie, et que le film est tellement joli. Et tu vois, c'était la chialade, j'étais en mode, ça va aller mieux. Putain, j'ai du mal à me dire que genre, un jour, je vais voir un film de Kaurismäki et je vais me dire ça va aller mieux après, tu vois. J'ai l'impression que c'était... Enfin, j'ai vu que les feuilles mortes encore une fois, mais genre même l'ambiance de tout ce que j'ai l'impression que c'est le cinéma de Kaurismäki, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui va me dire t'inquiète pas, ça va aller, tu vois. Mais du coup, tant mieux si tu l'as pris comme ça. C'est très léger. Peut-être que je l'ai pris comme ça parce que c'est aussi ce que j'avais envie de voir. C'est pas impossible. Je ne sais pas. Tu m'en diras des nouvelles. Quand tu le regarderas dans 200 ans. Ok, ton dernier film? Mon dernier film, je sais pas ce que je choisis. Parce que oui, je choisis. J'ai décidé de choisir. Okay. Parce qu'en fait, le truc, c'est que genre là, il y a Virgin Suicide, mais qui est à peu près la même chose que ces films d'adolescents. Donc c'est un peu dans le délire La La Land, je l'ai vu à peu près à la même époque. Pareil pour Seven. Singing in the Rain, moi j'ai déjà parlé de La La Land. Alors, tu sais qu'on pourrait s'arrêter là parce que moi, j'ai pas vraiment de. On peut dire qu'on fait qu'un top 3 en vrai. On peut faire qu'un top 3. Voilà. On peut faire ça. On peut faire un top 3 ou alors on peut drop rapidement d'autres films qu'on aime. Ok, en quelques mots, pour voir un peu l'étendue de mon amplitude cinématographique, il y a Hamilton, qui est une pièce de théâtre filmée que je regarde pas si souvent que ça, en fait je l'ai vu que 3 fois je crois, mais j'écoute tellement la BO, mais je pense que d'ailleurs à la fin de l'année à mon avis il va y avoir que ça dans mon rap Spotify, mais j'écoute tellement la BO que j'ai l'impression de revoir en fait à chaque fois le truc. Bref, Hamilton, partie de ma vie. Incendie, j'ai fait un TikTok dessus, je vous invite à aller voir le TikTok que j'ai fait sur Incendie et pourquoi j'aime ce film. Once Upon a Time in Hollywood, qui était mon film préféré pendant plusieurs années, quand on me demandait mon film préféré je répondais celui-là, c'est plus trop le cas mais bref c'est là-dedans. Il y a des trucs un peu plus chelous, genre il y a les Climax, on va en parler plus tard. Crash de Cronenberg qui est dans mes films préférés. Il y a Funny Games d'Haneke dans mes films préférés. Donc il y a La La Land, Sound of Music. Puis de l'autre côté, t'as Crash, Funny Games, quoi. Donc l'amplitude est assez grande. Et en même temps, ça reste des trucs quand même assez grand public. Parce qu'en vrai, dans mes films préférés, il n'y a pas tant de trucs très peu connus, quoi. Ok. C'est marrant parce que dans le livre que j'ai déjà cité dans le premier podcast qui s'appelle Qu'est-ce qu'un bon film de Laurent Julier, il y a cette idée que le nouveau snob, c'est pas que le snob qui regarde et dit apprécier des films qui sont considérés comme élitistes ou très exigeants, etc. Mais c'est celui qui consomme d'un peu de tout. Il appelle ça l'omnivorisme culturel, je crois, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que tu illustres un petit peu ça, sans pour autant dire que c'est snob, tu vois, ça peut juste être la curiosité, mais... Tout dépend de l'échelle, parce qu'en vrai, genre là, je dis que je regarde de tout, mais j'ai cité que des films populaires. Donc en vrai, quelqu'un qui regarde des films pas populaires, il va dire, mais je regarde pas de tout, mais que tu regardes des films que tout le monde a déjà vus. Ouais, genre, il va être en mode de pas du tout, tu vois. Donc, en fait, c'est plus dans le genre où ça peut vraiment aller assez loin, mais en même temps il y a plein de genres que je côtoie pas, genre le western j'ai rien vu parce que ça me plaît pas, l'action je regarde pas grand chose parce que ça me plaît pas, il y a quoi d'autre, la science-fiction dans l'espace en général ça me parle pas trop. Donc en vrai je regarde de tout, c'est pas que je regarde de tout, c'est que mes trucs préférés sont quand même vachement différents, ce serait plus ouais, je capte. Alors que moi je représente plutôt la bonne vieille image du snob tradi, tu vois, où j'aime vraiment qu'un type de film. Genre là en fait je viens de regarder, tu vois, ma liste de mes films préférés et j'étais en mode en vrai il y a clairement une trame, tu vois, il y a du Ackerman, il y a Grand Tour. Putain, Grand Tour dans tes films préférés Ah ouais, j'ai adoré. Encore une fois, tu vois, rupture formelle, singularité, on casse les codes juridiques. Enfin, vraiment, je me répète. En fait, je radote, tu vois, dans mes films préférés. Il y a Goumo d'Harmony Corinne. Là, je vois Pierrot le Fou de Godard. Ouais, en fait, je trouve ça génial. Je déteste aimer Godard, mais je trouve que les films sont géniaux, tu vois. Tous? Non, non, pas tous. Le Mépris, j'ai détesté. Mais qu'est-ce que t'as aimé? Pierrot le Fou. La Chinoise. T'as vu La Chinoise? J'ai vu La Chinoise. Grâce à moi? Peut-être grâce à toi. C'est un de mes films préférés aussi. C'est vrai? Ouais, je crois qu'il est 41ème. C'est pas tant, mais...
Et j'en ai un troisième, mais j'ai oublié. Là, comme ça, j'ai zappé. Ok. Voilà, j'ai du David Lynch. Un truc qui change un peu à la limite, c'est du Sorrentino. J'aime bien Sorrentino. Je suis un peu sensible à... alors, typiquement, tu vois, tu parlais de Chazelle qui est un peu naïf, entre guillemets, enfin, qui est un peu, on va dire, enfantin ou brut, enfin, je sais pas trop comment dire, mais dans son amour du cinéma. Moi, je trouve que Sorrentino, il a quelque chose de similaire, pas tout à fait comparable, on s'entend, mais avec la beauté de manière générale. Genre la beauté, tout type, tu vois, Parthénopée, c'était la beauté des femmes, tu vois, ce qui se discute au demeurant. Moi, je trouve pas le film sexiste. Je sais que... Je trouve juste nul, moi. Je comprends. Avec la beauté des villes, tu vois, de l'Italie, ou la beauté des petites choses, etc. Et je suis assez sensible à ça, tu vois, genre, je trouve ça, ça me parle beaucoup. Oui, là j'ai un Koreeda, Still Walking, que j'ai trouvé génial. J'avoue, j'ai Napoléon de Abel Gance qui a été une gigantesque claque, film de 7 heures qui est trop génial. J'ai Donc, du on a Léo déjà parlé Carax. dans l'épisode 1. J'ai les Amants du Pont Neuf. Ah oui. Et moi, je suis tellement dans le train, Léo Carax. J'adore. T'en as pas vu tant, en vrai. T'as pas encore vu. Holy Motors, t'as pas vu, je crois. J'ai vu Annette. T'aimes bien Annette? J'aime beaucoup Annette. J'aurais jamais parié que t'allais aimer. Ah ouais? Ah non, ouais. j'ai adoré. Ok, bah tant mieux. Je trouve ça génial. Enfin, je trouve ça très dérangeant. Ça me provoque pas des good feels, tu vois, mais... Ah oui, bien sûr, oui. Plutôt sur la relation amoureuse, un peu. Oui, mais le film est... Oui, non, je comprends. J'ai Les Ailes du désir, que t'aimes pas. J'ai Les Feux sauvages de Zia Zonki. Je suis pas sûre de le prononcer correctement, que je trouve absolument génial. Voilà, grosso modo, j'ai ça, quoi. Mais actuellement, dans mon top 4, pour l'instant, c'est Résurrection de Big Anne, qui n'est pas encore sorti et qu'on a vu à Cannes. J'ai trop hâte d'en parler, ça. Ah, ok. J'ai cru que t'étais saoulée. J'étais prête à m'énerver. Bah, c'est mon film préféré de l'année. J'étais prête à. Enfin, c'est pas mon préféré, mais c'est le plus grand film que j'ai vu cette année. Ouais, il est gigantesque, ce film. Passons à la question suivante. Mais du coup, finalement, bon. On a un petit peu débordé, tu vois, typiquement. Si on peut partir sur. C'est quoi tes attentes, du coup, quand tu regardes un film? Oui. Bah, mais je crois qu'on en a parlé dans l'épisode 1, mais je suis pas sûr. Quand je disais que. Enfin, moi, quand je disais que genre, j'aimais pas quand les réalisateurs se foutent de ma gueule. Je sais plus si c'était dans le podcast qu'on a parlé ou juste en général, parce que tu m'avais dit, toi, tu dis souvent ça. Genre, tu m'as dit que souvent je faisais la critique quand je parlais d'un film, que j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, tu vois. Ouais. Et en fait, quand je dis ça en mode dans mes attentes d'un film, c'est-à-dire que je peux aimer des films de merde à partir du moment où genre le film sait que c'est pas forcément un chef-d'œuvre et qui se vend pas comme étant un truc de fou. Tu vois, ce qui peut m'énerver, c'est un film qui pense être un chef-d'œuvre et qui au final ne l'est pas du tout et a plein de défauts. Tu vois, là où par exemple, du coup, bah, je sais pas, bon, là, j'ai les Marvel qui me viennent en tête. J'aime bien Marvel en général parce que je m'attends pas à un chef-d'œuvre et je sais que eux-mêmes, bah, peut-être un peu trop maintenant. J'ai l'impression que maintenant, du coup, c'est vraiment devenu pire, mais je parle des Marvel un peu à l'époque. Ouais. Ils essayaient pas d'être un chef-d'œuvre, ils essayaient juste de faire kiffer un peu les gens, le public, de créer un engouement, de créer un fil conducteur et ça. J'aimais bien suivre du coup le MCU bon, jusqu'à Endgame. Après, ça se discute, tu vois. Mais du coup, ce truc-là, un peu de pas qu'un film se fout de ma gueule, ça fait que du coup, je pense que je peux aimer en fait justement des films assez larges à partir du moment où du coup, tu te prends pas pour ce que tu n'es pas, quoi. Ok, tu dirais que genre ce qui prévaut, c'est un peu l'intention qui est mise dans un film et la perception parce que je me rends compte du créateur sur son je regarde propre beaucoup film, de courts-métrages, que ce soit des courts-métrages vraiment amateurs, etc. Et je vais pas ne pas les aimer parce que, enfin, genre, ça reste un court-métrage amateur et j'arrive à le voir de ce prisme-là et à kiffer. Genre, je regarde beaucoup de courts-métrages parce que vraiment, je prends du plaisir à regarder et à voir les gens kiffer derrière leur cam, justement. Donc, ça va un peu ce que je disais pour La La Land, etc. Tu vois. L'intention pour moi est genre grave primordiale. Après, que le film il ait un propos ou pas, que ça soit beau ou pas, que ça soit. Enfin, ça, c'est vraiment des détails qui vont me faire aimer des films ou pas, tu vois, mais qui seront pas ce que je vais chercher ou ce qui m'importe le plus. Moi, ce qui m'importe le plus, ça va vraiment être ça, je pense, l'intention en tout cas du mec derrière la cam ou des gens derrière les cams. Ok, c'est marrant. Ok, bah en fait, je te rejoins un peu. C'est un de mes, je pense, 3 critères. Enfin, on va dire que j'ai le prisme très politique, sociaux, où ça va m'intéresser. C'est pas tellement comme ça que je vais juger de la qualité d'un film. Parce que, enfin, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est comment tu mets bien en scène un propos social ou comment tu arrives à être subtil. Donc, je vais avoir quand même. Est-ce que ça, c'est des attentes dans un film ou c'est juste un truc qui peut te faire beaucoup aimer un film, tu vois? Ouais, c'est à mon avis, il y a plein de films que tu kiffes où il y a même pas une histoire de tout ça là. Oui, non, ça c'est sûr. Mais en fait, ça dépend, tu vois. Mais oui, ça peut. En fait, c'est moi la question, je la comprends comme ça, tu vois. C'est qu'est-ce qui peut te faire aimer un film. Ok. Et du coup, il y a ça, tu vois, le fait qu'une question sociale soit particulièrement bien traitée, ou qu'elle donne un point de vue qui est un peu neuf, tu vois, ou qu'il y a une manière de le mettre en scène qui est intéressante. Typiquement la zone d'intérêt, tu vois, que t'as détesté au demeurant. Je déteste.
Parce que justement, tu vois, j'avais un truc où, genre, quand on arrive dans la salle, déjà, je crois que ça commence par, je sais pas, 10 minutes où il y a un bruit fort noir, et un fond noir. Mec, tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu me fais là? C'est vraiment, dès le début, ça m'a saoulé et du coup, j'ai eu beaucoup de mal avec le film, même si, justement, les analyses politiques du film, tout, je trouve grave intéressantes, c'est pertinent, etc. Mais ce truc-là, plus les animations un peu cheloues et tout, j'ai l'impression que le mec, il abusait du truc, alors que surtout, son film est quand même un propos qui est assez clair, assez simple. Pour moi, quand on a un truc comme ça, t'as pas besoin de passer par des mécanismes comme ça de pompeux, je sais même pas comment les qualifier. C'est un truc qui m'a frustré et qui, du coup, dès le début, en plus, j'étais tellement hype, j'avais envoyé des mails aux attachés de presse du film pour avoir des projets presse et tout à l'époque. Je voulais vraiment voir ce film parce qu'à Cannes, il avait fait beaucoup de bruit et vraiment la déception était énorme. Et je pense que du coup, ça revient à ce truc d'intention où j'étais en mode le mec là, il se fout de ma gueule, il se prend pour je sais pas qui. Tu vois. Ouais, ok, je comprends. Après, je connaissais pas aussi Glazer et j'ai l'impression que sa filmographie, il est un peu dans l'expérimental, etc. Donc peut-être que si j'avais ce prisme-là, j'aurais été plus ouvert. Mais là, en fait, ne connaissant pas le mec, je me suis dit, mais pour qui se prend ce mec à me mettre 10 minutes? J'ai pas le temps, moi, que tu me mettes 10 minutes de fond noir avec un bruit sourd. Ça n'a aucun sens et je comprends pas l'impact de ça dans le film, etc. Donc c'est vraiment juste pour rien, quoi. Ouais, mais ça a marché sur moi, j'étais en mode, oh, intéressant. Et pourtant, moi, je pense que si l'originalité, c'est un des critères qui me plaît beaucoup. Il y a plein de films que je vais bien aimer parce que c'est original et parce qu'il y a un truc qui change et parce qu'il y a une nouvelle façon de faire les choses, etc. Mais là, je trouve face à original, je trouve ça nul à chier. Non, mais en fait, je comprends parce que moi, j'ai vachement ce truc de... ce que je recherche, du coup, c'est un peu mon deuxième point, tu vois, c'est quelque chose de neuf dans la forme, des films qui réussissent à te faire questionner justement sur la forme, tu vois, genre sur la forme filmique, etc. Enfin, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Mais... effectivement, j'ai aussi ce truc d'analyse d'intention, entre guillemets, qui est un truc qui, je pense, est vraiment quasi exclusivement subjectif, je pense, où je déteste voir de la rupture formelle forcée. Genre, je déteste voir quelqu'un qui cherche à choquer, tu vois, ou qui cherche à casser les codes de manière ultra consciente en mode « Ah là, je vais casser les codes, ça va être neuf, ça va être trop bien. » Tu vois. Un exemple ? Gaspard Noé. Ouais, j'ai l'impression que t'allais là-dessus. C'est un peu ça à quoi je pensais. Mais j'ai adoré Lux Eterna en vrai. Mais du coup, je suis pas d'accord du coup avec ce que tu viens de dire. Mais, tu vois. Parce que, à mon avis, justement, c'est pas ça l'intention de Gaspard Noé, justement. Ouais. Et c'est vrai que souvent, moi aussi, quand je me plains, par exemple, je me rappelle de. Comment ça s'appelait Armand, le film. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Si, c'est ça. Ou, ouais, mais le nom français, c'est pas ça. Ouais. Je crois que le rendez-vous, un truc comme ça, bref, je sais plus. Ok, ouais. Où j'ai l'impression que moi, l'intention du mec était ultra détestable. Et toi, à l'inverse, justement, parce que t'as vu le film en même temps que moi, t'étais en mode, mais pas du tout, moi je trouve ça grave que le mec il tente des trucs et tout, tu as vu sous ce prisme-là, et en fait, du coup, oui, c'est subjectif de fou. Non, mais oui, ça dépend vachement, tu l'as dit, tu vois, je pense déjà de ce que tu sais du réalisateur, de ce que tu sais de la personnalité du réalisateur, de ce que t'as vu de lui. Et moi, du coup, on m'avait dit avant que c'était le petit-fils d'Ingmar Bergman, et je me suis dit, le mec, c'est le petit-fils d'Ingmar Bergman, il pense qu'il peut faire des coupures en pendant sa scène pour faire des scènes de danse un peu perdues, faire de la mise en scène chelou et tout, et qui se dit, je suis le fils de Bergman quand même. Alors que moi je me suis dit, le petit-fils de Bergman. Moi, probablement il a été bien formé, tu vois. Le baby de con et tout, premier film, en plus il a Renata Reinsve dans son film et tout, je me suis dit, il est toi tu mérites pas d'avoir une caméra dans les mains, et tu vois, ça m'a saoulé. Ok, je capte, moi je trouve que le film était quand même de très bonne qualité. Et le propos était horrible. Je suis toujours pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave. Donc effectivement, typiquement, tu vois, je reprends Godard. En fait, ce que je cherche, c'est la sincérité de la démarche, tu vois, genre Ackerman, je trouve qu'elle casse la forme, mais tu sens que c'est une impulsion qui vient d'elle, tu vois. Elle casse la forme parce que c'est exactement comme ça qu'elle a envie de le faire, et c'est exactement comme ça qu'elle sent les choses, et c'est exactement comme ça qu'elle voit les choses, etc., tu vois. Donc, en fait, je peux faire une comparaison même avec Christopher Nolan, tu vois, où je sens que Christopher Nolan, c'est pas sa vision des choses, tu vois. Je sens qu'il essaye de distordre un petit peu des codes pour avoir l'air original, tu vois. En fait, il y a un côté un peu petit malin, tu vois. Moi, du coup, moi qui aime bien Christopher Nolan, moi justement, je vois ça plutôt comme un petit enfant, pas forcément très intelligent, mais qui veut se faire kiffer et qui du coup fait des trucs un peu où il est en mode voilà, les gens ils vont trop aimer et tout, tu vois, où genre je trouve la démarche sincère, moi, pour le coup. Mais pareil, du coup, c'est que de l'intention, enfin que de la subjectivité de comment on voit l'intention de tel réel ou tel réel, tu vois. Genre Christopher Nolan, je dirais jamais que c'est des grands films, mais genre je prends toujours du plaisir à les voir. Je pourrais grave les revoir presque tous, je pense que même Tenet, je pense que je prendrais un peu de plaisir à le revoir, etc. Parce que je trouve que c'est des films de un petit mec qui est vraiment, il est gentil et veut vraiment nous faire kiffer. Ça marche pas trop, ça marche pas trop, mais ça se voit que le mec, il a envie de faire des trucs trop bien. Tu vois. Ah putain, pour moi, ils sont prétentieux de fou, ces films-là. Il est peut-être un peu prétentieux, parce que peut-être du coup, on a tellement validé qu'il est persuadé de faire la bonne chose, alors que je pense que non. Mais je trouve pas l'intention malhonnête. Tu vois. Ok, je capte. Ok. Mais ouais, du coup, si je résume, j'ai ce prisme un petit peu analyste social et politique, ce prisme de la forme, et le tout est un peu englobé de ce truc très subjectif de perception de l'intention de la personne qui crée, quoi. Je pense que c'est ça, grosso modo, qui
En tout cas, j'en suis là pour l'instant dans ma réflexion. Peut-être Et que ça aussi, changera. depuis pas mal de temps, il y a le truc où quand je me fais chier devant un film, c'est tout un sujet, donc on va pas l'ouvrir là, Ouais. l'ennui dans les films. Avant, du coup, j'essayais quand même, même si je m'étais fait chier de fou dans un film, j'allais essayer de le comprendre après, a posteriori. Et si je comprenais et que je trouvais ça cool, j'allais aimer le film. Aujourd'hui, depuis quelques temps, je suis plus en mode, si je passe passer un bon moment, dans tous les cas, je vais pas une bonne note. Et par exemple, les films de Godard, genre, prenons À bout de souffle, c'est un film devant lequel je me suis fait chier de fou. Okay. J'ai pas aimé le moment que j'ai passé devant, donc j'ai mis une mauvaise note, tu vois. Pourtant, l'intention, en plus, depuis j'ai vu le film Nouvelle Vague de Linklater et ça, l'intention de Godard, Godard, c'est quelqu'un quand même que j'aime bien dans ce qu'il a apporté au cinéma, etc. Je trouve ça assez intéressant. De plus dans À bout de souffle, mais pour le coup, À bout de souffle, ça restera un film que j'ai pas aimé parce que le moment devant était trop horrible et que je pense qu'aujourd'hui, en fait, je peux me permettre de pas aimer un film tout en reconnaissant que c'est un bon film sous certains prismes, tu vois. Oui, ça c'est cool en vrai. Donc je pense qu'il y a l'attente de l'intention et à partir depuis quelques temps, si je me fais chier devant un film, je vais ne pas l'aimer parce que j'ai pas passé un bon moment. Et pour moi, un film, ça reste quand même au final un moment genre que tu passes devant une télé. Tu vois. Je vais te dire un truc qui va te saouler. Moi, j'ai décidé que si un film me faisait chier, je l'arrêtais. Ouais, ça par contre, ça je peux pas. Ça. Moi, je me suis dit, en fait, ça y est, j'arrête. J'arrête de m'infliger ça. Genre, là, ça fait plusieurs fois que je lance un film, je suis en mode, ça me fait chier, j'arrête. T'as des exemples un peu pour me choquer ou... En fait, pour moi, c'est contre-productif parce que de 1, tu peux te faire chier pendant 30 minutes, puis adorer le film. Oui, non, mais ça bien m'est sûr. sûrement déjà arrivé, bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est sûr que ça m'arrive. Et de 2, même si tu te fais chier devant un film, genre, culturellement, bon, ça dépend du film que tu regardes. Si tu regardes un Marvel, peut-être que tu peux te permettre de le sécher. Mais quand ça reste quand même un film qui est intéressant à avoir vu, je trouve ça dommage de ne pas l'avoir vu juste parce que ça te fait chier. Et pour le coup, tu reverras jamais ce film. Parce que moi, il y a des films que j'ai arrêtés aussi pour X raisons. L'exemple Shame, par exemple, avec Fassbender. J'ai regardé la moitié, je me suis arrêté et je ne vais jamais, je pense, revoir ce film malheureusement parce que vu que j'ai déjà vu la moitié, flemme, tu vois. Et je pense que du coup là, tu te gâches plein de films qui pourraient potentiellement être tes films préférés un jour. Je comprends, je suis d'accord avec toi, mais en fait, tu vois, ce truc de pour la culture, j'étais en mode. Ça a toujours été mon argument et ça a toujours été la raison pour laquelle je me suis forcée. Et en fait, je me suis dit, mais la culture, dans tous les cas, c'est infini et je pense que c'est mieux de garder la place pour des choses qui m'intéressent et qui m'amusent. Non, mais t'as fait quoi quand t'as arrêté le film ? T'as lancé un autre film ? Ou t'es allé sur TikTok ? Franchement, là, les 2 films auxquels je pense, je suis allée dormir. Voilà. Perte de temps. Genre, pour le coup, c'est pas en besoin mode. vital. Du coup, non, mais la culture, c'est infini, je peux remplacer par autre chose de culturel. T'as dormi, frère. Non, mais. T'as dormi. En fait, je trouve que quand tu te forces trop aussi à regarder des trucs qui fondamentalement ne t'intéressent pas, tu vois, ou t'emmerdent, au bout d'un moment, tu perds le goût d'eux, tu vois. Et moi, je commençais un peu à perdre le goût d'eux et je me suis dit, en fait, j'arrête de m'infliger des choses qui me déplaisent. Je me concentre sur ce qui m'intéresse, tu vois. Aussi parce que jusqu'ici, tu vois, j'étais un peu en mode, je suis dans une phase exploratoire, tu vois, de je vois ce que j'aime pas, etc. Et de plus en plus... Tu peux pas dire que t'aimes pas si t'as pas vu en entier, tu vois. Non, bien sûr. Mais de plus en plus, je comprends ce que j'aime et je comprends assez rapidement si je vais aimer ou pas aimer, tu vois. Bien évidemment, c'est pas un truc exact, tu vois. Je pense que c'est même 100% faux. Ah ouais, moi je pense que c'est assez proche de... Non. Pour moi, c'est... Franchement, le problème, c'est que c'est invérifiable. Ouais. Bah, un film que t'as pas aimé, là. Oui. Vas-y, cite-moi un truc que t'as Comment pas il s'appelle terminé. There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. J'aime pas. Le film m'a fait chier, mais un point. Ouais, ça, c'est chiant. Ça. Et pour le coup, tu vois, j'étais en mode, c'est Paul Thomas Anderson pour la culture, c'est pas inintéressant. En fait, tu pourras jamais dire que t'as vu There Will Be Blood. Non, je le dirai jamais. Parce que tu me regardes comme si j'allais le faire, je le ferai pas. Et ça, pour le coup, sache que j'ai essayé de le relancer récemment parce que je me suis dit, ce serait bien que je rattrape la filmo de Paul Thomas Anderson avant d'aller voir le prochain, là, une bataille après l'autre, je crois. Et je l'ai relancé et j'ai eu exactement ce que tu viens de décrire en mode, oh, j'ai vu le début. Non, mais c'est impossible. Si je le relance maintenant, il faut que je me retape le début. Et là, si je regarde la fin, je me souviens pas du début, j'en tirerai rien du film, j'abandonne, tu vois. Donc ça m'est arrivé et ça m'arrive aussi avec Laurence d'Arabie. En fait, le problème, c'est qu'à mon avis, tu te lances dans des films qui sont beaucoup trop longs, beaucoup trop... Oui. Tu le sais, enfin, There Will Be Blood, c'est dans le même délire qu'un western, tu vois. C'est genre, c'est des films qui sont longs et lents et qui sont faits pour ça. Donc, quand tu le lances, c'est à toi ensuite de faire l'effort. Moi, Laurence d'Arabie, je l'ai toujours pas vu parce que j'attends soit le ciné, soit une après-midi de dispo chez moi où je sais que l'après-midi va être réservé pour ça, tu vois. Alors que c'est vrai que je fais ça. Bah, la preuve, en fait, je suis allée me pioter après, tu vois. Parce que c'est que j'avais pas l'énergie. fatigue, tu vois. Ouais, je capte. Il faut faire attention quand tu lances des films. C'est Ça dommage, mais tu peux pas regarder n'importe quoi, n'importe quand, tu vois. C'est vrai, fair point. Parce que là, tu t'es gâché de 2 films quand même. J'aime pas There Will Be Blood, mais c'est... Enfin, en tout cas, si jamais tu veux te lancer dans les podcasts un jour et que tu vas débattre de cinéma avec des gens, c'est le genre de film qui est assez intéressant d'avoir vu. Ouais, non, mais je capte. Mais oui, du coup, ça m'a un peu énervé ce côté. Je le savais. Sache que je pense que la dernière fois que j'ai arrêté un film, je sais plus ce que c'était, mais j'ai pensé à toi. Je me suis dit, il m'insulterait ma mère. Ouais.
Question d'après, un peu plus léger, mais on en a déjà parlé aussi, en tout cas en ce qui te concerne, plaisir coupable. J'en ai parlé. Suicide Squad. C'est pas un plaisir coupable. Plaisir coupable, c'est un. En fait, déjà, il y a rien de coupable parce que je me vante de tout ce que j'aime. Ouais, je capte. Si maintenant on dit film considéré comme un peu mauvais que j'aime beaucoup, disons ça. Est-ce que j'ai des. En fait, tout ce qui chante, je vais aimer. Ah ouais. Donc tout ce qui chante et qui est nul, je vais aimer quand même. Partir un jour. Partir un jour, j'ai adoré. C'est tellement nul. Et j'ai adoré parce que ça chante. C'est vraiment la raison qui fait que j'aime. C'est que quand elle chante Sensualité d'Axel Red, je suis trop heureux. Je suis dans la salle, j'ai envie de me lever et de chanter. Et ça, c'est des sensations géniales quand tu regardes un film qui fait que du coup, j'adore le film et que du coup, ça s'enchaîne. Quand ça chante du Dalida, je suis trop heureux, etc. Et vu que c'est qu'en plus la playlist, c'est la même playlist que moi, j'ai adoré le film. Tu vois. Okay. Et en fait, n'importe quel film où il y a un peu de mélodie, moi, ça marche sur moi. Genre. Okay. Et les Lemonade Mouth, ces trucs comme ça, c'est des films que je peux revoir. Parce que j'adore les chansons, tu vois. Sache que moi, je pensais pareil avant de voir Partir un jour. Partir un jour, c'est le film qui m'a fait comprendre que je pardonnais pas tout. En plus, c'est original de fou, Partir un jour. Moi, je me suis dit, moi, vraiment, j'étais en mode, mais le culot du film, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, mais tu fais une comédie musicale, les mecs savent pas chanter. C'est fou de faire ça. C'est une comédie musicale, j'aurais pu jouer dans cette comédie musicale et j'aurais pu chanter Femme Like You à la meuf que je veux draguer à la patinoire. Ça me vraiment ça moi, quand je revois pas le cerveau. Moi, quand je revois la scène de Bastien Bouillon qui chante mal, je trouve ça génial. Mais alors, j'aime trop l'intention. Là, je te dis ça, mais moi, j'ai pas particulièrement marqué qu'il chantait mal, genre. Mais je suis vraiment pas bonne à ça pour le coup. J'ai vraiment pas l'oreille, tu vois. Non, mais là, c'est pas une histoire d'oreille. Là, il chante, c'est une catastrophe. Bah, en fait, et pour moi, le sait et tout le monde le sait. Genre, c'est pas un secret. Genre, j'ai le souvenir qu'il chante pas bien, mais pas qu'il chante mal. Mais il chante comme moi je chanterais, quoi. Bah, je dis pas que c'est une torture, mais c'est pas un chanteur, quoi. Okay. C'est vraiment un mec. En fait, c'est vraiment juste un mec qui chante. Bon, dans tous les cas, ça casse pas mon crâne. Enfin, en fait, ça suffit pas. Enfin, non, je trouve pas que l'idée soit inintéressante, mais ça suffit pas au reste du film. Mais du coup, en général, moi, c'est le genre de truc qui va faire qu'un film va être un plaisir coupable, et c'est pour ça que je regarde beaucoup de comédies musicales. Quand je suis en panne un peu de. Quand je regarde pas beaucoup de films, je vais me lancer une petite comédie musicale parce que je sais que ça peut me relancer. C'est ce truc un peu feel good, etc. que j'ai. Et j'ai ça aussi avec les teen movies. C'est rare que j'aime pas un teen movie parce qu'un teen movie, ça joue sur une corde sensible que moi j'ai parce que je suis très attaché à que ce soit mon enfance, l'adolescence, les vacances adolescentes, etc. Tout ça, c'est des sujets qui m'animent un peu depuis toujours. Et du coup, un teen movie, c'est rare que j'aime pas. Et ça va être mes plaisirs coupables. Du coup, est-ce que j'avais noté des exemples de teen movie plaisirs coupables? Là, j'ai noté LOL. Je pense que c'est pas un grand film, mais LOL, chaque fois que je le revois, c'est un kiff total. Et il y a ce truc un peu d'émotion où ça bouillonne. Quand je lance LOL, je me sens vraiment à ma place. Tu vois, je me sens bien, je me sens dans le truc. Ok, ouais, je capte. Moi, j'ai ça avec Clueless. Ah, j'aime pas. T'aimes pas? Ouais, t'as trouvé un exemple de. Enfin, ça m'a pas marqué. Mais je pense que je l'ai vu cette année. Ce film moi aussi. Ce film m'a procuré tellement de bonheur, genre. C'est peut-être parce que je suis un homme. Peut-être. C'était peut-être pas. En fait, je me suis juste pas senti intéressé par le truc. Tu vois. Ouais, je comprends. Non, moi, mon plaisir coupable, Fast and Furious 10. Ah ouais, très coupable ça. En VF. Très coupable. Je l'ai vu avec ma maman. C'est pas le film que t'as aimé, c'est le moment, quoi. Ah non, enfin. Mais dis pas que c'est le film que t'as aimé, c'est. Mais j'ai passé un trop bon moment. Mais là, tu le revois demain, avec plaisir. Enfin, genre un peu. Genre, t'aurais 10% de kiff devant ce film? Ouais, de fou, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense. C'est vraiment le film que j'ai trouvé vraiment le film fun, genre. En fait... Genre, est-ce que tu t'es moqué du film ou est-ce non, pas du tout. Ok. En fait, j'y suis allée en me disant, oh là là, ça va être nul, mais ma maman, elle aime bien la saga Fast and Furious, je l'accompagne, tu vois. Et je me suis trop amusée dans le film. J'ai passé un trop bon moment. J'étais en mode, tout ce qu'ils utilisent là, les vieux vroom vroom, les musiques, tous les effets nuls, genre vraiment, que t'as déjà vu 6000 fois dans ta vie. J'étais en mode, là les gars, ça marche trop sur moi, je m'amuse trop. En fait, je pense que le problème, c'est aussi ce qui est devenu la saga, tu vois. Peut-être que du coup, t'as pas vu les anciens. J'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas vu les premiers. Parce que tu vois, les premiers, c'était des courses de bonhomme, j'ai envie de dire, tu vois. Genre, c'était en mode. Ça veut dire quoi, ça? Chacun sa voiture. Genre, en mode, c'est pas des courses où, genre, t'es propulsé par je sais pas quoi, ce qui se passe dans le 10 où ils vont dans l'espace ou je sais pas quoi. C'était le mec, il prend sa voiture, il fait un peu de mécanique et il roule et ils font des courses, tu vois. Et c'était très terre à terre. Oui. Et du coup, quand t'es fan de voiture, tu kiffes Fast and Furious, tu kiffes le délire de course, etc. Et quand tu vois que ça part dans l'espace, t'as ce truc où t'es en mode. Ils ont vraiment niqué la saga que moi je kiffais avant, tu vois. Alors que peut-être que quelqu'un qui découvre Fast and Furious, il se dit, les mecs, ils sont en train de s'amuser. Je crois que moi j'ai découvert avec le 4, mais c'était déjà un peu kitsch. Hein. Il est mauvais le 4. Le 4 ou le 5, je sais plus. Le 5 est plus. génial. Ah bah fais gaffe. Le 4, je trouve très mauvais. Le 5 est sûrement le meilleur. Le 5, il se passe quoi dans le 5? Il y a la banque à la fin. En gros, il y a une banque et tout, genre il roule. Oui, c'est ça, oui. Génial. J'ai commencé avec ça. Génial. Mais il m'avait déjà trop amusé. Il est trop bien. Mais à l'époque, tu vois. Et bah justement, avec le 10, j'ai ressenti un peu les mêmes feels de fun, tu vois. Okay. En beaucoup plus kitsch et tout. Et genre, oui, ça fait 5 films qu'on voit la même chose, machin.
J'en sais rien, je les ai pas vus. Mais, mais je me suis trop amusée, genre. J'ai trop kiffé. Voilà. Bah, je comprends. Petit plaisir coupable. C'est de regarder si j'ai d'autres plaisirs coupables, mais en vrai. Bah, déjà coupable, non, mais même en vrai, des mauvais films que j'aime. Je crois pas, hein, je crois que j'aime que les bons films. Très rapidement, réel préféré. Varda, mais du coup, on va en parler après. Fantastique. Qui est Moi, j'ai déjà parlé de Daki Kaurismäki. Oui. Donc Varda au top 1, y a pas de doute. Avant Varda, mon top 1. Extrême opposé encore une fois à Gaspard Noé. Oui, c'est vrai que c'est un update. C'est officiel, genre maintenant c'est Varda plus que Ah Noé. oui, ça fait 1 ou 2 ans maintenant que Ah ouais. Varda. Mais en fait, les émotions que j'ai devant les Varda, à quel point je suis intéressé, à quel point j'aurais. Et même, tu vois, réalisateur préféré, c'est pas que. En fait, il y a plein de mecs où j'aime bien leurs films, mais c'est pas mes réalisateurs préférés parce que bah, j'aime juste bien leurs films. Varda, il y a les films et la personnalité et le fait que j'ai envie de la rencontrer et tous ces trucs qui font que. Et que ce soit ta grand-mère. Je l'ai un peu idolâtrée. Ouais. Et enfin bref, ça fait que ça devient ma réalisatrice préférée. Ouais, je capte. Là où un Gaspard Noé, du coup, c'était vraiment juste en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais quand même 18 piges, mais quand j'étais du coup en début d'adulte, on va dire, j'ai découvert tous ces films et j'ai tout aimé. Et j'ai à chaque fois pris un peu une petite baffe d'originalité, tu vois. Et c'était français et c'était subversif. Oula, dans ce climat politique. Bah oui, mais en vrai, c'est cool, tu vois, parce que en fait, j'ai fait mon top 3 et je me suis rendu compte que c'était Chabrol, Varda, Noé. 3 Français, tu vois. Ah, alors que c'est même pas fait exprès. Et pourtant, j'ai vu beaucoup plus de films américains que des films français. J'ai vu tous les films de Tarantino, j'ai vu tous les films de Fincher presque, Scorsese, etc. Ouais, c'est des mecs que j'aime beaucoup, tu vois. tu commences un peu... Ouais, et jamais je me suis dit Fincher, c'est mon réalisateur préféré. Alors que, genre, Noé, je sais pas, le Chabrol, j'en ai vu, je sais pas, 4-5 des films de Chabrol, c'est vraiment pas tant. Mais genre, très vite, je me suis dit, lui, c'est un mec que j'adore, genre, parce que plus que les films, je les aime bien, il y a le truc qui, en fait, il regroupe ces films. Donc, pour le coup, la bourgeoisie, qui est un des sujets récurrents, notamment chez les films de Chabrol, etc., qui fait que ça m'intéresse beaucoup. Et je me dis, en fait, c'est plus le tout qui fait. Enfin, j'aime le tout. J'aime pas juste les films dans leur unité, comme par exemple Tarantino. J'aime presque tous les films à part genre Kill Bill 2, tu vois. Mais c'est pas la patte Tarantino qui fait que j'adore les films. C'est juste que je trouve que les films sont tous bien, tu vois. Mais ce sera jamais un de mes réals préférés. Là où, du coup, Chabrol, Varda, dont on va parler plus tard, et du coup Noé, qui a été donc le premier mec subversif, etc., qui m'a fait vraiment vivre de nouveaux trucs dans le cinéma, etc. Donc très vite, j'ai voulu le mettre en préféré. En plus, c'était un peu cool à l'époque d'avoir Enfin, tout le monde a Noé en préféré. En vrai, c'est pas un truc unique, tu vois. Mais genre... ouais. Ah oui, il y en a plein. Des fans de Gaspard Noé, il y en a plein. Mais genre, je sais pas, à l'époque, ça changeait un peu, en tout cas, de ce que j'avais l'habitude de voir. Ouais, et du coup, très vite, je l'ai mis un peu dans mes réals préférés. Et encore aujourd'hui, ça l'est, en fait. J'attends chacun de ces films, même si j'ai un peu moins aimé le dernier, mais... Je crois que c'est pas du tout la définition conventionnelle du mot auteur, mais moi, c'est comme ça que je comprends les auteurs. C'est genre, une patte. Tu vois, genre... Ouais, mais en fait, ils ont tous une patte, tu vois. Mais clairement. La différence entre des films de studio et des films d'auteur, c'est que un film d'auteur, il y a un lien entre ces films, là où des films de studio, il n'y a aucun lien. Oui, après, dans cette définition, je suppose que tu peux dire que Nolan est un auteur, tu vois. Nolan est un auteur. Nolan est un auteur. Il faut que je lise sur ce sujet. Je suis un peu lacunée. Pour moi, tu me dis que c'est pas un auteur, je suis pas d'accord du tout. Hein. Non, mais je capte. Dans la définition techniquement que j'en ai, c'est... Tu veux dire c'est un mauvais auteur. Auteur ne veut pas dire bien, tu vois. Ou ne veut pas dire intéressant pour toi. Enfin, auteur, ça veut juste dire que c'est un mec qui a une vision du cinéma. Celle de Nolan, tu l'aimes pas, mais il a une vision du cinéma, tu vois. Enfin, pour moi, c'est Fincher a une patte. Ouais. Ouais. En fait, normalement. J'ai pas vu assez de films pour. Ah ouais, quand tu regardes un film de Fincher, putain, Fincher, pour le coup, c'est un bête de réal, tu vois. Genre, je pense faire un TikTok bientôt sur Seven et la réal de Fincher qui est absolument incroyable. J'ai toujours pas vu ce film. Non, moi j'ai vu l'horrible The Game. Je crois que ça s'appelle comme ça. Que j'aime beaucoup. Ouais. Oh là là, j'ai détesté. Ouais, je comprends. Ok, et on peut peut-être finir sur pourquoi Agnès Varda du coup. Pourquoi Agnès Varda ? Tout simplement, du coup, comme on l'a dit, on adore. Tu l'as pas dit, toi ? En tout cas, moi j'adore Agnès Varda. C'est vrai que je l'ai pas dit. Tu adores Agnès Varda. Ce serait mon quatrième réel préféré, je pense. On a fait une émission sur Agnès Varda. C'est vrai. Qui est plutôt cool. Oui. On aborde un peu donc, tous ses films, ses thèmes, les sujets d'Agnès Varda, etc. C'est le seul vrai point en commun qu'on a, je crois. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en vrai, on n'a pas tant de points en commun. Hein. Ça, c'est fou. Genre là, sur un de mes films préférés, je suis pas sûr qu'il y en ait qui soient dans tes films préférés, toi. Je pense pas. Et inversement. T'as fini sur pourquoi Agnès Varda ? Bah oui. Ok. C'est notre point commun, en gros. De toute façon, on va pas expliquer du coup là maintenant pourquoi on adore Agnès Varda. On le fera du coup dans un prochain podcast, Inch'Allah. Mais en gros, c'est le seul point commun cinéma qu'on a, toi et moi. Ok, très bien. Moi, j'allais partir sur une tirade sur pourquoi j'aime son féminisme. Tu peux. Je peux. Tu peux. Très bien. Donc, moi, si j'aime autant Agnès Varda, c'est pour énormément de raisons. J'en ai choisi qu'une seule ici parce que c'est pas une émission, un épisode dédié. Mais Agnès Varda, c'est vraiment le féminisme que j'aime. C'est-à-dire que dans Cléo, j'adore en fait comment elle réussit à faire passer son personnage d'objet de contemplation à sujet actif.
Dans Le Bonheur, j'adore comment elle montre à quel point dans une société patriarcale, les femmes sont interchangeables. J'adore cet effet de contraste avec la violence du popo et l'esthétique est très délicate, très joviale, etc. Du popo? Du propos. Ah, ok. Et dans L'Une chante, l'autre pas, j'adore... Enfin, ce film, je pense que c'est un des films qui m'a le plus touchée de tous ceux que j'ai vus. Je trouve que c'est formidable à quel point c'est un film qui rend aux femmes leur joie d'exister. Il y a cette phrase de fin à laquelle je pense mais tellement souvent, c'est « Elles avaient lutté pour conquérir le bonheur d'être femmes ». Et je trouve que c'est une excellente illustration d'à quel point Varda a une perception fine sur la condition féminine et à quel point elle réussit à, entre guillemets, nous défendre en tant que femme, tout en nous insufflant de la joie et de la fierté d'être nous. Et je trouve que c'est absolument génial. Et je trouve que c'est un très bon résumé de la personne qu'est Agnès Varda de manière générale. Donc c'est pour ça. Et en tant qu'homme, ça m'a quand même énormément touché, surtout dans ce film-là, Une chante l'autre pas, où pour le coup, il y a tellement une envie, parce que du coup, le film était déjà sa fille, et il y a tellement cette envie du coup de partager, un peu d'expliquer, mais plutôt de faire hériter un peu tout ce passé, etc. Bref, il y a un truc vraiment monumental dans ce film, que je trouve vraiment génial, et je l'ai vu au cinéma, en plus, la chance de fou que j'avais, franchement. Je suis pas sûr que le film repasse souvent au cinéma, et bête de film, quoi. Très bien. Est-ce qu'on peut conclure ce podcast ? Très bien, c'était un test, donc puisque c'était un test, n'hésitez pas à nous dire si les tests sont concluants, c'est-à-dire à la caméra, si vous nous voyez bien, au moment où je vous parle, ça se trouve la caméra tourne même plus. Peut-être. On prend tous vos retours avec plaisir, et puis voilà, comme ça vous avez une très vague idée de qui on est, n'est-ce pas ? Et comme ça vous pouvez déterminer. En vrai, pas si vague, hein. Pour le coup là, je pense que c'est vrai que c'est pas mal. En écoutant le podcast, on se connaît mieux que moi-même. Hein. Du coup, on a parlé de nos films préférés, de qu'est-ce qu'on aime dans les films, qui on aime bien. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, on n'a pas fait nos acteurs préférés. Non, c'est vrai, j'ai skip le truc parce que je me suis dit que ce serait pas hyper intéressant. Très bien. J'aime bien Anna Maria Bartholomé. Ah oui, et moi j'aime bien Renate Reinsve. Je sais pas comment ça se dit pas du tout. Norvégien, je trouve qu'elle est norvégien. Mais voilà, du coup, vous avez maintenant la possibilité de choisir qui vous préférez entre Riyad et moi. L'avantage, c'est que si vous préférez Riyad, on peut vous traiter de sexiste. Et si vous me préférez, on peut vous traiter de raciste. Je vais vraiment vous traiter de raciste. Et je vais vraiment vous traiter de sexiste. Je prends tout le monde dans mon équipe grâce à La La Land. Je pense que La La Land, déjà, je prends tous les fans de La La Land et de comédie musicale avec moi. Peut-être, J'ai cité Hamilton. Il y a une fanbase d'Hamilton, elle est gigantesque. Je pense que là-dessus, parce que alors la fanbase Chantal Ackerman... Ouais, on n'est pas... Je pense que vous allez être 2. On renverse pas... On va être 100. On renverse pas l'Elysée avec ça, quoi. Mais donc, on aura l'occasion dans tous les cas de faire plus ample connaissance au fil des épisodes qui sortiront tous les vendredis à 17h, n'est-ce pas ? Alors non. Non ? Ils sortiront le vendredi à 17h, mais pas tous les vendredis à 17h. Ah oui, non, je voulais dire, pardon. De temps en temps, le vendredi à 17h. Quoi. 2 fois par mois. Normalement. Mais viens, on l'annonce pas, comme ça on peut se permettre. Trop tard, c'est annoncé. C'est trop tard. On est engagé. Voilà. Et on vous laisse deviner à quel film ça fait référence. Parce que c'est une référence. De quoi tu parles ? Ah oui, ok. L'heure ? En effet. Ou pas. Peut-être que je l'ai juste fantasmé en fait. Si. Si, okay. Si. Non mais je vois de quoi tu parles. Mais les indices sont très minimes. Je pense que ça va être compliqué à trouver. Oui, mais... en fait, l'indice... ça n'a même pas de sens. Oui. Surtout que là, tu dis vendredi à 17h, du coup, les gens vont dire le vendredi à 17h. Et le podcast devrait durer environ 2 heures. Voilà, là, déjà, on donne des indices. Ouais, là, ça commence à faire sens, mais encore. Et vous restez sur cette énigme très vague sur laquelle vous avez une faible probabilité de succès. Et à la prochaine. À la prochaine.